Donc, nous avons commencé les systèmes philosophiques. Comment ça va? Ça irait mieux s'il faisait beau, n'est-ce pas? Hein? Vous êtes bien à l'intérieur. Donc, au départ, quand on commence avec ce genre de sujet, bien sûr, on ne comprend pas forcément tout, et donc les idées se font plus précises petit à petit, et donc c'est bien de s'accrocher, même si on s'accroche aux mots, même si on ne comprend pas, c'est bien d'essayer de retenir les choses qu'on entend, et petit à petit, le sens peut devenir plus précis, et donc le paysage peut devenir plus rempli, plus clair de ce dont on parle. Vous êtes d'accord? Vous avez vu avec l'Aurigue, avec le Lorigue au début, la première session, tout le monde était là, oh, de quoi parle-t-on? Et après, ça s'est précisé, après ça a bien été. Non? Et puis bon, on fait de son mieux, n'est-ce pas? Donc, quand on étudie les ténets, les systèmes philosophiques, le but c'est de trouver la sagesse. Et donc, on voit, il y a ces 4 écoles philosophiques qui sont présentées, et donc chacune va faire une présentation. Et la présentation, ces écoles, elles sont mises un peu, c'est comme un escalier. Elles sont disposées, on peut dire, de la première à la dernière, ou de la plus basse, on pourrait dire, à la plus élevée, c'est-à-dire à celle qui présente en fait la présentation est de plus en plus complexe et de plus en plus profonde et de plus en plus raffinée, au fur et à mesure qu'on va dans les différentes écoles, les différents systèmes. Donc, en bref, ce qu'on cherche à connaître, c'est la sagesse, et la sagesse qui comprend la vacuité et le non-soi, et à éliminer l'ignorance. Et donc, l'ignorance va être, comme on l'a vu, c'est pas simplement le fait de ne pas savoir quelque chose, mais c'est le fait aussi d'appréhender les choses de façon erronée. C'est un facteur qui appréhende les choses de façon erronée. Et donc, il va y avoir des différences entre les écoles sur ce qu'est cette ignorance et quelle est, par exemple, la saisie du soi, dont on parle. Et donc, elle est conçue, ce sujet est conçu un peu comme un escalier, et la compréhension des premières écoles va faciliter la compréhension des écoles qui viennent après. Et donc, on peut se demander, donc je vais reprendre un peu l'enseignement qu'a donné Geshe-la, oui. Donc Geshe-la d'abord a parlé du contexte dans lequel le Bouddha est apparu, au niveau philosophique, et il a expliqué un peu le contexte philosophique, c'est-à-dire ce que les écoles qui existaient, donc qui étaient des écoles hindoues, ce qu'elles affirmaient. Donc il a commencé par là, un peu pour donner le contexte, et donc il disait à cause de vues fausses, il n'est pas possible de se libérer de l'existence cyclique. Et donc il a dit aussi que certains disaient les non-bouddhistes, donc vous avez 2 tableaux, vous avez 2 tableaux. Il va y avoir d'autres, il y a toute une série de tableaux, il y a une dizaine de tableaux, une douzaine de tableaux. Pour l'instant, il y a les tableaux 1 et 2. Et vous voyez, les bouddhistes et les non-bouddhistes. Et donc, Geshe-la a dit que parmi les non-bouddhistes, ils croient à un soi de la personne, c'est-à-dire une personne qui serait permanente, unitaire et indépendante.
Et ça, c'est une notion. Une telle personne n'existe que pour les non-bouddhistes. Il a dit plus tard, pour les bouddhistes, le premier niveau d'acceptation du non-soi, c'est l'absence d'une telle personne. C'est-à-dire que pour aucun bouddhiste, il n'y a de personne qui serait donc permanente, unitaire et indépendante. Et vous le voyez là, pour ceux de l'intérieur, pour les bouddhistes, ils réfutent l'existence de l'objet référent de la vue d'un soi permanent, unitaire et indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? L'objet référent de la vue d'un soi, c'est le soi. La vue, c'est une conscience. L'objet référent, c'est à quoi se réfère cette conscience? Elle se réfère à un soi permanent. Donc, il réfute un soi permanent, unitaire et indépendant. Ça, c'est la base. Et donc, ensuite, il a parlé des 3 tours de la roue de la loi. Tous les enseignements philosophiques bouddhistes sont agencés d'après ces 3 tours de la roue de la loi. Donc, la première roue, c'est la roue des 4 nobles vérités. La deuxième, c'est la roue intermédiaire de l'absence des caractéristiques. Et la troisième, c'est la roue de l'excellente discrimination, les noms qui sont donnés. Donc la première a été donnée à Sarnath sur les 4 nobles vérités. Donc dans ce cas d'Geshe-là, j'étais un peu confuse parce que je croyais qu'il avait dit, il a parlé de 3 choses. Il a parlé des 3 tours de la roue, c'est-à-dire de trois cycles d'enseignement. Donc ces 3 cycles d'enseignement n'ont pas été donnés en une fois. C'est des enseignements similaires qui ont été classés dans ces 3. Donc il a parlé de 3 choses. Une chose dont il a parlé, c'est les 3 tours de la roue de la loi, ou des 3 types d'enseignement, les 3 tours. Il a aussi parlé des 3 corbeilles, le Tripitaka, et il a aussi parlé des 3 entraînements supérieurs. Et je croyais, alors je ne sais pas si vous avez aussi eu cette impression, mais moi j'avais eu l'impression, et bon c'était une mauvaise compréhension, il voulait rapprocher les 3 tours de la loi avec les 3 entraînements supérieurs, mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas voulu faire ça. En fait, ce qu'il a rapproché et ce qu'on rapproche d'habitude, c'est les 3 corbeilles avec les 3 entraînements supérieurs. Donc les 3 corbeilles, est-ce qu'on a un micro? On a un micro? Il n'y a pas un micro mobile. Ah, c'est Alexis qui l'a. Donc, quelqu'un peut me dire... donc les 3 pitaka, les 3 corbeilles d'enseignement, et les 3 dans le micro. Alors Vinaya, Sutra et Abhidharma. Donc la discipline, les textes sur la discipline, le Vinaya, les discours ou Sutra et la métaphysique, les textes sur la métaphysique ou Abhidharma. Donc ça c'est les 3 corbeilles, Tripitaka, et ils sont à mettre en relation avec les 3 entraînements supérieurs. Donc qui c'est qui veut prendre le micro? Mais tu peux l'allumer, oui. Donc je vous rappelle qu'on allume le micro pour les gens qui sont derrière la caméra et qui suivent sur Internet. Comme ça, ils vous entendent. L'entraînement à l'éthique, oui. L'entraînement à la concentration. Oui. Et alors comment? Donc sagesse. les 3 entraînements supérieurs, c'est l'entraînement à l'éthique, à la concentration, à la sagesse. Et donc comment ils s'agencent avec les 3 corbeilles? Alors le Vinaya ou la discipline, c'est l'éthique. C'est ce que j'ai noté ce matin. Ouais. J'ai noté que Vinaya, oui, après c'était discipline éthique, Sutra, c'était discours et concentration. Donc les sutras sont à mettre en relation avec l'entraînement dans la concentration. Et l'Abhidharma, la métaphysique, c'est mis en relation avec la sagesse. Voilà, et donc les enseignements de l'Abhidharma sur la métaphysique sont à mettre en relation avec la sagesse. Et évidemment, les 3 sont... Oui, tu veux prends le micro, s'il te plaît.
Non, mais tu prends le micro quand même. Quand on parle de corbeille, est-ce que ce sont des textes? Des corbeilles, c'est des collections, on peut dire. Hein? Des collections de textes. Ouais. Oui, des collections de textes. Ouais. Des nœuds. Oui, des collections, on peut dire c'est comme une corbeille de textes. Oui. Corbeille, ça veut dire une collection, je pense. Ouais. Mais qui ont une collection ces textes ont été écrits. Oui, donc il y a les textes qui viennent du Bouddha en fait, du Bouddha ou pas forcément du Bouddha. Par exemple, l'Abhidharma, ça a été pas forcément par le Bouddha. Hein. Ouais. Et donc, j'ai posé la question à Geshe parce que moi j'avais compris qu'il voulait mettre en relation les 3 tours de la roue avec les 3 pitakas, les 3 corbeilles, et il a dit non, en fait, c'est 3, dans chaque tour de la roue, les 3 sont inclus, hein. Il y a des sutras les 3 sont inclus. Oui, je lui ai posé la question maintenant parce que justement, je croyais qu'il avait fait la relation et j'avais pas compris la relation. La relation, elle est entre les 3 pitakas, les 3 corbeilles d'enseignement et les 3 entraînements supérieurs. Elle n'est pas en relation avec les 3 tours de la roue. Je lui ai posé spécifiquement la question maintenant parce que je croyais qu'il y avait une relation et je ne l'avais pas bien trouvée dans l'enseignement. Dans les 3 tours de la roue, c'est-à-dire que dans la première roue, normalement, qu'est-ce qui différencie les 3 tours de la roue? C'est différents sutras. Hein. Bon, dans le premier tour de la roue, c'est l'enseignement sur les 4 nobles vérités. Le deuxième, c'est l'enseignement avec les sutras de la Prajnaparamita. Hein. Et le troisième, c'est d'autres textes et d'autres sutras. Hein. Donc il y a des sutras dans les 3. Et Geshe l'a dit, il y a aussi la discipline et l'abhidharma sont aussi inclus dans les 3. Hein. C'est ce qu'il a dit maintenant. J'ai lui posé la question spécifiquement. Donc on voit par exemple, pour comprendre un peu ce que l'on les tenets, pardon, je parle toujours c'est anglais, les tenets, hein, c'est les systèmes philosophiques. Donc Geshe l'a dit, du premier tour de la roue, hein, se sont développés, à partir du premier tour, se sont développées les 2 premières écoles. Donc c'est quoi les 2 premières écoles? Vaibhashika, Sautrantika. Donc vous les avez. Donc Valérie utilise les mots sanscrits, comme souvent on utilise les mots sanscrits, donc c'est bien, mais essayez aussi de mémoriser le français en même temps. Hein. Donc les Vaibhashika, c'est les tenants de la grande exposition. Hein. Quelquefois on dit aussi les particularistes. Hein. Les tenants de la grande les adeptes de la grande exposition, hein. Les adeptes des sutras, ceux qui suivent les sutras, hein, les Sautrantika. Oui. Là, vous avez dans le deuxième tableau, vous avez avec les noms, la grande exposition, les sutras, entre parenthèses, vous avez les noms sanscrits, les Chittamatra, donc l'école de l'esprit seul, hein. Et l'autre, c'est les Madhyamika, donc les tenants ou les adeptes de la voie du milieu, hein, ou l'école de la voie du milieu. Donc c'est bien de savoir les 2. Après, il faudra faire attention au niveau des Madhyamika. Vous avez 2 divisions. Hein, vous les connaissez? Les Prasangika et les Svatantrika, hein, les autonomes et les conséquentialistes. Donc il faut faire attention au départ aussi. Il y a les Sautrantika et les Svatantrika, c'est des mots qui se ressemblent un peu. Hein. Donc faites attention en les apprenant à bien noter la différence. Madhyamaka, elle a dit aussi. Bon, partout c'est écrit Madhyamika. Donc je me demande si Madhyamika c'est pas le nom de l'école et Madhyamaka le nom des personnes. Hein? C'est l'inverse. Donc Madhyamika c'est le nom des personnes et Madhyamaka c'est le nom de l'école. Voilà. Et donc c'est pareil avec Chittamatra, c'est le nom de l'école et Chittamatrin
c'est les personnes. Ouais. Les sutras, pour parler des Sotantrika, est-ce que ça a à voir avec la corbeille du sutra? On verra ça. Hein. Oui. C'est-à-dire, non, ils suivent certains sutras. Hein. Je ne sais pas te répondre là. Mais bon, ils suivent les sutras, les autres suivent le raisonnement, donc ils suivent certains sutras. Tu vois, ça ne veut pas dire les sutras en général, je pense, dans les Sutrantika. Hein. Oui. Oui, les conséquentialistes, c'est bien les prasangika. Oui. Donc, on voit que, donc Geshe-la l'a noté un peu vite, mais bon, comme, ouais. Il en a parlé un peu les 3 tours de la roue. Hein. Dans le premier tour de la roue, lorsque le Bouddha a enseigné les 4 nobles vérités, en fait, il a dit tous les phénomènes existent véritablement. Hein. Il a dit tous les phénomènes existent véritablement. Donc, les systèmes se sont développés lors des 3 tours de la loi, hein, des 3 tours de la roue. La roue du Dharma ou la roue de la loi, ça symbolise les enseignements qui sont donnés. Et donc, il y a eu 3 tours, c'est-à-dire 3 séries. Hein. Donc, les systèmes se sont développés à partir du premier tour. Ce sont les systèmes, les 2 premières écoles, hein, qui sont des écoles du Hinayana, les Vaibhashika et les Sotrantika. Et dans ce premier tour de la voie, donc cette enseigne de la loi qui a été donnée, l'enseignement sur les 4 nobles vérités qui a été donné à Sarnath, le premier enseignement du Bouddha, le Bouddha a dit que dans tous les phénomènes existent véritablement. Dans le deuxième tour de la loi, qui sont les sutras de la Prajnaparamita, donc de la perfection de la sagesse, donc normalement, quand on parle des sutras de la perfection de la sagesse, on parle des 3, les concis ou brefs, intermédiaires et détaillés. En 20 000, 100 000 vers, 20 000 et 8 000 versets ou strophes. Dans les 8 000, c'est la courte, les 20 000, c'est l'intermédiaire et l'autre, c'est en 100 000. Et chez là, il fait allusion quelquefois. Et donc, dans ce deuxième tour, il a dit les phénomènes n'existent pas. Tous les phénomènes sont dépourvus d'existence véritable. Hein. Donc, dans le premier, il dit tous les phénomènes existent véritablement. Dans le second, il dit tous les phénomènes sont dépourvus d'existence véritable. Hein. Et donc, on a dit, mais qu'est-ce que vous dites? Une fois vous dites une chose, une fois vous dites l'autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'il a donné le 3e tour qui s'appelle la roue de la bonne discrimination, comme on a dit, de l'excellente discrimination, où en fait, il a expliqué que certains phénomènes existaient véritablement et d'autres n'existaient pas véritablement. Hein. Et donc, ce 3e tour a donné lieu, à partir du 3e tour, s'est développée l'école des Shittamatra, hein, de l'esprit seul. À partir du premier tour dans les 2 écoles Vaibhashika Sotrantika, et à partir du 2e tour se sont développées les vues Madhyamika, hein, de la voie du milieu, donc qui est divisée en 2. Donc on considère un peu que et tout ça c'est le Bouddha qui a expliqué, qui a donné ses enseignements. On dit que tous ces systèmes ont été enseignés par le Bouddha. Hein. Et on se dit mais comment, il y a plein de contradictions en fait. Une fois il dit une chose, une fois il dit le contraire. Hein. Et donc ce qu'on considère en fait c'est que c'est quelque chose de comment on dit, hein, graduel. Voilà, il a enseigné de façon graduelle, hein, de façon au départ donc il a expliqué. Pardon. Ouais. On verra après si vous. Il a expliqué donc quelle est la saisie du soi, hein, et quelle est la sagesse qui réalise le non-soi à un niveau plus grossier, hein, pour des personnes en fait qui n'étaient pas au
au niveau en fait de comprendre quelque chose de très subtil. Et donc en considérant que par exemple donc on dit le Bouddha avait une intention en donnant certains enseignements particuliers à une audience particulière, donc des enseignements qui convenaient aux dispositions de ces personnes à ce moment donné, et qui leur servaient un peu donc de tremplin ou d'escalier pour pouvoir éventuellement être amenés à des vues plus subtiles. Et donc parce que c'est difficile de comprendre tout de suite la vue la plus raffinée, la plus subtile des Madhyamika, des Prasangika. Et quel est le danger, en fait, à aborder des vues plus subtiles avant vraiment d'être prêt? C'est de tomber dans le nihilisme. C'est-à-dire que la vue Prasangika, c'est difficile. La vue des Prasangika, c'est difficile d'arriver à voir qu'est-ce qu'il faut garder et qu'est-ce qu'il faut nier. Quand on parle de non-soi, quand on parle de non-soi, de vacuité, en fait, il y a un objet à nier, le soi, un type d'existence, mais c'est toujours la voie du milieu, c'est-à-dire il faut toujours arriver à nier ce qu'il faut, c'est-à-dire ce qui n'existe pas, mais il ne faut pas réfuter ce qui existe, dans lequel cas on va tomber dans le nihilisme. Et donc c'est toujours, plus on va haut dans les écoles, plus c'est subtil et plus on pourrait se tromper. Et donc il est considéré que, par exemple, dans les écoles inférieures, c'est-à-dire dans les systèmes philosophiques inférieurs, peut-être que le Bouddha il a dit que tous les phénomènes existaient véritablement, pour permettre en fait aux personnes aussi d'accumuler des mérites, par exemple de se consacrer à la pratique du refuge, des 10 vertus. Et donc, en accumulant des mérites, de préparer l'esprit en fait à comprendre des enseignements plus subtils. Donc, dans les quatre écoles, il est nécessaire de réaliser la sagesse du non-soi pour se libérer de l'existence cyclique. Mais ils définissent différemment les choses. Et donc, pour réaliser le non-soi des écoles supérieures, il est nécessaire de réaliser celui des écoles inférieures. Aussi, là, je parlais... donc, ces systèmes se sont développés à partir des 3 tours de la loi. Et en fait, c'est intéressant. Bon, je ne sais pas si je comprends complètement, mais... Parce que bon, je ne comprends pas tout non plus. J'ai étudié, je vous disais tout à l'heure, c'est pas la peine que je le dise, mais je le dis quand même. Oui, au début, on retient des notions, on retient des mots, et éventuellement, petit à petit, le paysage est plus clair et on commence à comprendre mieux. Donc, j'ai retenu pas mal de mots, parce que j'ai étudié ça fait longtemps que j'ai étudié ça plusieurs fois. Et bien, évidemment, ça ne veut pas dire que j'ai tout compris. Et donc, oui, on dit ces systèmes philosophiques, cette présentation, cet agencement des systèmes philosophiques, on dit, en fait, certains disent que c'est une création tibétaine, que ce sont les érudits tibétains qui ont mis ces différentes vues, en fait, ces vues, qui les ont systématisées, qui les ont répertoriées et systématisées en école, pour pouvoir mieux comprendre un peu toutes ces philosophies. Parce que sinon, pour comprendre la philosophie bouddhiste, il faudrait regarder des tas d'auteurs suivant les siècles, au fil des siècles, pour arriver à comprendre un peu, et ça serait un peu difficile. Donc, un peu comme le Lamrim, enfin, c'est pas du tout comme le Lamrim, mais la comparaison avec le Lamrim, c'est pareil, il va piocher dans différents textes pour donner quelque chose de digéré un peu pour la pratique. Et ici, c'est un peu pareil, pour pouvoir comprendre un peu la philosophie, les systèmes philosophiques, ça a été organisé en système. Mais ça veut pas dire que ça suit ce qui s'est passé dans l'histoire, et ça veut dire que ça peut regrouper des idées, des notions
que différents sages ont eus, qui sont similaires, qui ont été regroupés dans des écoles. Mais ces sages, ils étaient peut-être à des siècles de différence et ils ne se reconnaissaient pas forcément en tant que tels. Donc, je parlais tout à l'heure avec Sheila justement de ça, et en lui disant ce que j'avais lu dans un livre, et qui disait que, par exemple, c'est très difficile de montrer du doigt des Sautrantika. Exactement. Quelqu'un qui se dirait « je suis Sautrantika ». Et Geshe-la m'a dit c'est vrai. Il dit « personne ne va dire qu'il est Sautrantika. Ils vont tous dire je suis la voie du milieu ». Tous les philosophes bouddhistes se réclament de la voie du milieu. Parce que dans toutes les écoles, ils ont leur façon de ne pas tomber dans l'éternalisme et ni dans le nihilisme. Mais simplement, et vous verrez, il y aura un des tableaux qui définit ça, par quelle affirmation ils évitent de tomber dans le nihilisme et quelle affirmation leur permettent de ne pas tomber dans l'éternalisme. Et ça varie d'école en école. Et donc, c'est intéressant, Geshe-la m'a dit, c'est vrai, ils vont tous dire, on est des Madhyamika, en fait. Pour eux, oui, d'après leurs propres assertions, ceux qui affirment, ceux qui croient, ils sont au milieu, entre les deux extrêmes. Simplement, ils ont une façon différente d'être au milieu. Les deux vérités. Alors, on va parler des deux vérités. Donc, je ne sais pas, d'habitude, ce qu'on dit à propos des écoles philosophiques, on dit que normalement, dans chaque école, ce qu'on aborde, c'est la base, le chemin et le résultat. Dans ce qu'on voit décrit, c'est qu'est-ce que c'est la base, qu'est-ce que c'est le chemin. Donc la base, c'est ce qu'on a, c'est-à-dire les 5 agrégats, les deux vérités font partie de la base. Donc les deux vérités vont être décrites dans chaque école. Chaque école va avoir sa définition des deux vérités. Et donc on parle de la base, chaque école aborde en fait la base, tu le trouves là dans le texte? Ouais. Oui, les deux vérités, oui, mais la base, je ne sais pas si c'est écrit textuellement dans ce texte qu'on a, parce qu'évidemment, il y a aussi beaucoup de textes de Drupta, des systèmes philosophiques. Ici, donc, nous suivons Jetsun Shoki Getsen. Et donc, il y a de nombreux auteurs qui ont fait de nombreux textes, et dans certains textes, c'est écrit spécifiquement la base, peut-être le chemin, le résultat. Et ici, je pense que c'est peut-être pas écrit, mais c'est quand même le cas. Je pense que ce qui est présenté pour chaque école, c'est la base, c'est-à-dire ce qui existe. Le chemin, c'est-à-dire à partir de là, comment on pratique, comment on pratique pour se libérer. Donc, spécifiquement, le développement du non-soi, le développement de la sagesse, qui réalise le non-soi, la vacuité. Et le troisième, donc, le résultat. À quoi on arrive par ce chemin. Donc, tous les philosophes bouddhistes, donc Geshe a donné la définition d'un philosophe bouddhiste. Donc c'est un philosophe, c'est-à-dire un adepte d'un des systèmes philosophiques, qui adhère, donc un philosophe qui adhère à un système bouddhiste. Et donc, quelque part, on a dit aussi qu'un philosophe qui adhère à un système bouddhiste, c'est pas simplement en pensée, mais c'est aussi qu'il a réalisé le non-soi d'après cette école. Et donc, c'est ça un philosophe ou un adepte d'un système philosophique bouddhiste. Et donc, je n'ai pas la définition là. Qui accepte donc
qui accepte une personne adepte d'un système philosophique qui accepte les 3 joyaux comme objets de refuge finaux et qui n'admet aucun autre objet de refuge que ceux-ci. Maintenant que je l'ai fait à la différence, alors est-ce que tous les bouddhistes sont des philosophes bouddhistes? Et quelle est la différence alors? Le micro, vas-y. D'adhérer ou pas à un système philosophique. Si on adhère à un système philosophique, on est un bouddhiste philosophique. Si on est bouddhiste sans adhérer à un système particulier, oui. On est bouddhiste. Oui, et donc un bouddhiste, c'est aussi quelqu'un qui... on peut être bouddhiste sans adhérer à un philosophe. Et donc un bouddhiste, c'est quelqu'un qui accepte les 3 joyaux comme refuges finaux et qui n'accepte aucun autre objet de refuge. Et là, Geshe-la a fait un point assez fort. Vous vous rappelez? Il a parlé? Il a parlé de ceux qui portent la robe. Qui c'est qui a le... Je ne sais pas si c'était juste pour ceux qui portent la robe. Qui c'est qui s'en souvient? En fait, il a dit j'y vais pour faire plus vite parce que sinon, s'il faut faire circuler le micro. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on porte la robe, oui, qu'on est même bouddhiste. Parce que si on s'en remet pas aux 3 joyaux, on n'est pas vraiment bouddhiste. C'est-à-dire un bouddhiste, c'est quelqu'un qui s'en remet vraiment du fond du cœur aux 3 joyaux et qui s'en remet pas à d'autres refuges. Donc quelqu'un même qui porterait la robe et qui s'en remettrait à autre chose que les 3 joyaux, en fait, serait même pas ordonné. Que ça soit d'ailleurs un laïc ou quelqu'un qui a levé le bodhisattva ou même un moine ou une nonne. Donc, parce que pour la base pour les vœux, c'est d'être bouddhiste. Pour prendre les vœux, on le dit, le refuge, oui, c'est le refuge. Le refuge est la base pour prendre des vœux. C'est sur la base, c'est parce qu'on a le refuge qu'on prend les vœux. Donc même si on porte la robe ou si on prend des tas de vœux mais qu'on n'est pas bouddhiste, en fait on les a pas. Donc il a fait ce point-là. Je voulais dire juste une petite chose. Il me semble qu'il a dit aussi que ceux qui étaient capables d'expliquer à d'autres la façon d'être bouddhiste, c'était des personnes qui avaient déjà intégré la compréhension de... J'ai pas entendu ça. J'ai entendu ce qu'il a dit. Il a dit, je crois que je l'ai pas noté, mais si je me souviens bien, dites-le aux gens. Il a dit. Oui, dites ça aux gens. Il n'a pas dit les gens qui sont capables d'intégrer la compréhension. Il a dit pouvoir expliquer à ceux qui s'égarent. Oui, non, il a dit que c'est bien de dire aux gens, de le faire savoir ça. C'est ça qu'il a dit. Ensuite, donc, il a parlé des 4 sceaux. Oui. Donc, un philosophe bouddhiste, en fait, c'est quelqu'un qui accepte les 4 sceaux d'une doctrine bouddhiste. Donc, peut-être on peut les répéter, les 4 sceaux. Qui c'est qui veut prendre le micro? Vous pouvez lire si vous voulez. Allez. Sandrine, vas-y. Les 4 sceaux, donc le premier, c'est tous les phénomènes composés sont impermanents. Oui. Le second, tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. Oui. Le troisième, tous les phénomènes sont vides et dénués de soi. Oui. Et le quatrième, le nirvana est paix. Exact. Donc ça c'est bien, il faut mémoriser ça. Donc tous les phénomènes composés sont impermanents. Tous les phénomènes contaminés, qu'est-ce que ça veut dire contaminés? Sont misérables, de la nature de la souffrance. Les phénomènes contaminés, ça fait référence aux perturbations et au karma. Aux perturbations et au karma. Et alors, je vais vous poser une question. Il y a une façon de relier les 4 sceaux aux 4 nobles vérités.
Comment vous feriez ça? Marcel, tu prends le micro? Je vois que tu as envie de parler. Peut-être tu l'allumes d'abord. Voilà. Il s'éteint tout seul, apparemment. Ah oui. Oui. La noble vérité de la souffrance, ça serait tous les phénomènes contaminés sont souffrance. Oui, exactement. Donc, le second, il montre la souffrance. Tous les phénomènes contaminés, donc contaminés, c'est-à-dire qui sont sous le contrôle du karma et des perturbations, sont de la nature de la souffrance. Ouais. Alors, la noble vérité de la cause de la souffrance, ça serait tous les phénomènes, non, pas impermanents, sont sans soi, non? Alors, tous les phénomènes sont vides et dénués de soi. Ça se réfère à laquelle? Ça serait la cessation. Ça serait la cessation. Oui. Est-ce que ça serait la cessation? Le chemin. Ça serait le chemin. Oui. Le chemin qui est la sagesse, en fait. Oui, la Qui cessation, comprend c'est- que tous les phénomènes sont vides et dénués de soi. Donc ça montre la vérité du chemin. La cessation, c'est le nirvana. Et donc, le nirvana et la paix, ça montre la cessation de la souffrance. Et donc, il nous reste... Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Tous les phénomènes sont Tous les phénomènes composés sont impermanents. Et cela montre l'origine. de la souffrance. Oui. Est-ce que ça montre l'origine? Comment ça montre l'origine? Par le fait qu'on les voit comme permanents alors qu'ils ne le sont pas. Exactement. Donc ce premier saut, tous les phénomènes composés sont impermanents. Il vient détruire l'origine de la souffrance. Il vient s'opposer. C'est un antidote à l'origine de la souffrance, parce qu'en fait, c'est parce qu'on voit les choses comme étant permanentes qu'on est dans la souffrance, en fait. C'est parce qu'on voit les choses comme étant permanentes que l'on engendre les perturbations, que l'on crée du karma et que l'on s'engage dans la souffrance. Donc ça montre l'origine de la souffrance. Quelle deuxième? La deuxième, quoi? Non, ça c'est la deuxième. L'origine de la souffrance, c'est la deuxième noble vérité. L'origine de la souffrance, la deuxième noble vérité, est en relation avec le premier saut. La première noble vérité, la souffrance, est en relation avec le deuxième saut. Donc, la cessation est en relation avec le quatrième et le chemin avec le troisième. On peut réfléchir de cette façon. Donc, après, il y a une chose que je voulais aussi attirer votre attention. Donc, dans le tableau numéro 1, bon, j'en ai aussi reparlé avec Sheila de ça, parce que tu peux me passer mon verre, s'il te plaît. Ma tasse, j'ai une tasse par là. On a parlé aussi, merci. Dans le texte, avant d'aborder les Vaibhashika, dans les divisions, on dit les deux premiers sont également dénommés les deux écoles qui soutiennent l'existence réelle des objets extérieurs. Vous le voyez, c'est à la page 2. Et on a parlé à ce niveau-là. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez trouver dans le tableau numéro 1. Dans le tableau numéro 1, vous avez cette division. Alors, vous avez cette division. Donc, les Vaibhashika et les Sutrantika sont aussi appelés Dhammawa, ceux qui soutiennent l'existence réelle des objets extérieurs. Vous voyez, les tenants des objets, adhèrent à l'existence véritable des objets extérieurs. Et donc ça, c'est les Sutrantika et les Vaibhashika. Donc on les appelle aussi comme ça. Quelquefois, on les appelle aussi réalistes dans certains ouvrages.
Donc, ils disent que il y a des objets extérieurs et ils existent véritablement. Et donc, j'ai discuté de ça avec Geshe-la parce qu'on se demandait s'il y avait une erreur. Parce que, donc, ces tenants des objets, les Sotrantika, les Vaibhashika, avec les Chittamatra, d'après ce tableau, ils sont dans une catégorie, donc, qui s'appelle les tenants de l'existence véritable. Ils affirment l'existence véritable des phénomènes. Donc, j'ai parlé de ça à Geshe-la parce que j'avais un peu de doute. Et donc, il y a un doute à ce sujet-là concernant les Chittamatra, les tenants de l'esprit seul. Est-ce qu'ils adhèrent à l'existence véritable des phénomènes? Pas tous. Donc, ils vont dire, comme on l'a dit tout à l'heure dans le cadre du deuxième tour de la loi, dans le cadre du deuxième tour, le Bouddha a dit, certains existent véritablement. Ce deuxième tour, il est lié, le troisième, le tour de l'excellente discrimination. On dit que dans ces sutras, le Bouddha a dit, donc il y a différents types de phénomènes, certains existent véritablement et d'autres pas. Et ça, c'est ce qu'affirment les Chittamatra. Puisque ce troisième tour de la roue du Dharma a donné lieu à l'école Chittamatra. Et en fait, c'est ça, les Chittamatra, ils font la distinction. Ils disent que certains... En fait, il y a les Chittamatra, on le verra plus tard, Geshe-la les a un peu nommés, mais il n'a pas voulu insister dessus ce matin. Il parle des trois natures. Donc, il y a différents types. On le verra quand on étudiera les Chittamatra. Et il y en a qui existent véritablement et d'autres pas. Donc, ici, il y a quand même... il faut voir que ce tableau, on ne sait pas s'il est complètement exact. Parce que quand on dit que les Chittamatra acceptent l'existence véritable des phénomènes, il y a une différenciation à faire. Donc, on peut mettre un point d'interrogation et à voir. D'accord ? Vous voyez ? C'est le tableau numéro 1. 1. Voilà. Charlotte. Oui, c'est celui-là. Vous avez dans le coin en haut à droite le numéro du tableau. Après, il y a une petite correction à apporter. Ah oui. Les Vaibhashika. Donc, c'est des philosophes bouddhistes du Hinayana. Ils n'admettent pas l'autoperception. Donc, on a parlé de l'autoperception. C'est un facteur qui existe dans toutes les consciences, dans chaque conscience, et qui permet d'être conscient de la conscience, de savoir qu'on a cette conscience, de savoir, par exemple, je sais que je vois parce qu'il y a une autoperception qui est consciente, dont la fonction est d'être consciente de la conscience visuelle. Donc, certaines écoles affirment l'existence d'une telle autoperception et d'autres pas. On le comprend ? Oui, mais est-ce qu'il y a besoin d'une autoperception ou pas ? C'est ça la question. Il y en a qui disent que sans autoperception, il n'y aurait pas de mémoire, par exemple. On ne pourrait pas se rendre compte. Donc, ils disent obligatoirement, oui, on le comprend ça. Mais il y en a qui disent c'est parce qu'il y a une autoperception. Donc, il y a des écoles qui affirment l'existence de l'autoperception. Il y en a d'autres qui disent qu'il n'y a pas besoin d'autoperception. Donc ici, les Vaibhashika, ils n'admettent pas l'autoperception. Voilà, pas l'autoperception. Donc vous verrez, la plupart des écoles, elles n'acceptent pas l'existence de l'autoperception, mais certaines le font. Donc ça, c'est une des caractéristiques. Il y en a 3. Et le troisième, ils soutiennent l'existence réelle des objets extérieurs. Donc, philosophe bouddhiste du Hinayana,
Quelle est la différence entre les écoles Mahayana et Hinayana? Donc on peut dire, en bref, il y a deux types de différences. Hein. Il y a une différence du côté de la motivation et il y a une différence du côté de la vue. Et donc quand on parle du côté de la pratique ou de la conduite, de la motivation, c'est quoi la différence? Hein? La bodhicitta, hein? Voilà. Dans le Mahayana, c'est la bodhicitta, et dans le Hinayana, c'est la libération individuelle, se libérer tout seul. Hein? Une différence de conduite, de pratique. Et du point de vue de la vue, le non-soi des phénomènes. Hein? Les écoles philosophiques Hinayana ne parlent pas, n'acceptent pas le non-soi des phénomènes. Donc ils vont décrire, à partir de là, ils vont décrire le sentier, le chemin différemment. On dit qu'en fait, à partir du fait qu'ils n'acceptent pas le non-soi des phénomènes, ils n'acceptent pas non plus les 10 terres que l'on trouve sur les sentiers des bodhisattvas, les 10 bhumis. Donc ça, c'est un résultat du fait de ne pas accepter le non-soi des phénomènes. Ils n'acceptent pas non plus, ils n'admettent pas l'existence des 10 terres, et ils n'acceptent pas non plus les 3 corps de Bouddha, qui sont des résultats, un résultat en fait des 10 bhumis. Donc l'essentiel, c'est ça dont il faut se souvenir. Ils n'acceptent pas le non-soi des phénomènes. Et donc ils n'admettent pas l'autoperception, et alors ils soutiennent l'existence réelle des objets extérieurs. Donc ici Geshe-la a parlé, les phénomènes, je lis les notes, les phénomènes existent extérieurement, indépendamment de la conscience. C'est ce qu'ils disent. Et en fait, parce qu'il y a certaines écoles qui n'existent pas, qui n'acceptent pas que les objets, qu'il y ait des objets extérieurs. Et certaines écoles qui disent que les objets extérieurs sont de la nature de la conscience. Sont la même substance que la conscience même. Donc ici, ils soutiennent l'existence réelle d'objets extérieurs. Et alors, ils disent que ces objets extérieurs sont un conglomérat de particules indivisibles. Donc, je ne suis pas sûre, mais peut-être, j'ai posé la question à Geshe, mais ce n'était pas très clair, est-ce qu'il y a d'autres écoles qui acceptent ça? Des particules indivisibles. Ils acceptent l'existence de particules ou d'atomes, on pourrait dire, d'atomes indivisibles. C'est-à-dire sans partie directionnelle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que qui c'est qui pense que ça existe? Des particules. Marcel, tu te tais. Des particules indivisibles. Ils disent, oui. Est-ce que quand on divise la matière, quand on éclate la matière, ou quand on la divise en ses parties, par exemple ce livre, ce cahier, si j'enlève toutes les pages et je mets en morceaux, est-ce que je peux arriver au final à une molécule ou un atome, quelque chose que je ne pourrais pas diviser? On l'a longtemps pensé. L'étymologie de l'atome, c'est quoi? Atomos, qui ne peut pas être coupé. Voilà. Oui, un atome, c'est bon, d'accord, merci. C'est pour ça que tu qui ne peut pas être. Et donc normalement, est-ce que c'est possible un atome,
une particule, disons, on va pas, une particule indivisible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'aurait pas de direction. Hein. Parce que, en fait, c'est peut-être la seule école. Hein. Je ne suis pas sûre à 100%, mais la plupart des écoles acceptent qu'il n'y a pas de particules indivisibles. Toute particule, on n'arrive jamais à quelque chose de final, hein, qui ne pourrait pas être divisé. Pourquoi? Parce que même la plus petite partie, elle a des directions. Hein. Elle a une direction au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Hein. Et donc, on peut toujours en fait la couper, la diviser. Hein. Et c'est parce qu'il y a des parties directionnelles que les choses, elles peuvent s'amasser en se touchant. Donc, parce que s'il n'y a pas de partie directionnelle, il n'y a pas d'amas. Hein, parce qu'en fait, deux particules, elles vont se toucher sur une direction. Hein, mais s'il n'y a pas de partie directionnelle, elles vont se fondre. Hein, elles ne vont pas pouvoir se toucher. Donc, il ne peut pas y avoir d'agglomérat. Hein. Tout va se fondre, puisqu'il n'y a pas de direction, partie directionnelle. Mais cette école ici, ils acceptent un conglomérat de particules indivisibles. Ils acceptent qu'il y a des particules indivisibles qui ne peuvent pas être insécables. Insécable, ça veut dire ça. Ça veut dire atomes, ouais, qu'on ne peut pas casser. Et donc qui peuvent s'agglomérer, justement. On se demande pourquoi. Normalement, elles ne devraient pas s'agglomérer, puisqu'elles n'ont pas de partie. Mais eux, ils estiment que ces particules indivisibles, sans partie, directionnelles, elles ne peuvent pas se toucher, mais elles se rapprochent. Et on leur dit comment ça, vous faites un conglomérat alors, puisqu'il n'y a pas de partie directionnelle, elles ne peuvent pas s'amasser. Elles devraient se fondre l'une dans l'autre. Et alors, ce qu'ils disent, c'est que elles ne se touchent pas, elles ne peuvent pas se toucher, mais elles se rapprochent. Mais c'est l'espace entre elles qui permet d'avoir un objet plus grossier. Donc c'est ce qu'ils disent. Hein. Voilà, il y a une force, il y a un espace entre elles qui fait que... Ouais, enfin ça j'en sais rien, il l'a pas dit. Donc oui, elles se rapprochent et il y a l'espace au milieu qui les réunit et qui fait que ça construit quelque chose. Hein. Donc c'est ce qu'ils disent dans cette école. Hein. Et on en parlera plus tard, vous allez voir, Geshe-la vous expliquera. On va arrêter parce que c'est 57. On va arrêter, mais juste une précision, là, il y a eu une petite erreur. On a dit que ces particules, hein, la particule, d'après l'école des Vaibhashika, elle est faite de 8 substances. Hein. Alors, les 8 substances, c'est la forme. Hein. Donc, il y a les 4 éléments, et puis il y a les 4 objets. 4 objets. Hein. Donc, des sens, oui. La forme. Alors, Geshe l'a dit, le son, c'est pas le son. Hein. Ouais. C'est la forme, l'odeur, le goût et l'objet du toucher. Non. En fait, il a dit il n'y a pas l'objet du toucher, mais en fait, j'ai vérifié avec lui. Il a dit que c'était trompé, que c'était le son. Il n'y avait pas le son, mais il y a l'objet du toucher. Enfin, j'ai vu ça dans un livre. J'ai vérifié avec lui. Donc, c'était pas le son qu'il fallait enlever, c'était... Non, c'est le son qu'il fallait enlever. Et les 4 éléments, voilà. Alors, on va s'arrêter là parce que je pense que Geshe-la va arriver. Merci à vous.